Europe 1 matin. 6h, 9h. Christophe Lamar. Et un premier journal avec à la une de l'actualité. Il veut faire revivre le rêve américain. Donald Trump sur la scène de la convention républicaine à Milwaukee dans le Wisconsin. Premier discours depuis la tentative d'assassinat dont il a été victime. L'ancien président officiellement investi candidat par son parti, acclamé par ses militants. Europe 1 sera sur place dès le début de ce journal. Yaël Braun-Pivet réélue au perchoir. La députée des Yvelines l'a emporté hier soir sur le fil avec seulement 14 voix d'avance sur son concurrent de gauche. Colère du nouveau Front populaire, vous l'entendrez. À venir également, la crainte de manifestations violentes à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Plus d'une centaine de fichiers S se sont glissés parmi les militants anti-bassines. Et puis les Jeux Olympiques, première nuit dans le village des Jeux pour une centaine d'athlètes. Et cette question ce matin sur Europe 1, combien va coûter la paix sociale? Prime à tour de bras pour éviter les grèves. Éléments de réponse dans ce journal. Europe 1. Le journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Christophe, bonjour à tous. C'est son tout premier discours depuis la tentative d'assassinat dont il a été victime. Donald Trump est depuis près d'une heure sur la scène de la convention républicaine à Milwaukee dans le Wisconsin. L'ancien président, pansement sur l'oreille, miraculé, répétant à l'envi qu'il n'était pas censé être ici. Dans 4 mois, nous aurons remporté une incroyable victoire et nous entamerons les 4 plus belles années de l'histoire de notre pays. Donald Trump, optimiste, il y croit à cette victoire. Pour lui, il a déjà gagné. Aviv Afrit, bonjour, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Milwaukee. Donald Trump a évoqué son souvenir traumatisant, ce sont ses mots, et puis il a remercié son épouse Melania d'avoir écrit une lettre appelant à l'unité des Américains. Viva. Oui, au début, c'est un Donald Trump calme qui s'est présenté devant une foule en adoration. Son message, l'Amérique est plus forte quand elle est unie et lui seul peut arriver à la réconcilier. Un discours et un ton inhabituel pour l'ancien président. Il raconte pour la première fois la tentative d'assassinat contre lui. La voix est parfois rauque, on sent l'ancien président encore secoué, même si la bête de scène s'est aussi jouée avec les émotions du public. Pour Donald Trump, s'il est encore là, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et aux yeux de la foule, il a clairement pris une dimension messianique. Mais le Donald Trump que l'on connaît ressurgit rapidement, notamment quand il accuse les démocrates de se servir du système judiciaire pour l'abattre et qu'il dénonce l'élection volée, ou quand il rappelle à l'État clé du Wisconsin, où se déroule la convention, que les républicains ont dépensé des centaines de millions ici et qu'ils espèrent un retour sur investissement. Plus la soirée avance, plus on retombe dans le discours classique et catastrophiste de l'ancien président, attaques et digressions comprises, mais peu importe, le parti républicain est désormais plus rassemblé que jamais autour de son candidat. Aviv Afrit, envoyé spécial d'Europe 1 à Milwaukee. Au moins un mort et 2 blessés à Tel Aviv en Israël cette nuit après une énorme explosion. Une explosion d'origine inconnue dans un immeuble vers 4h du matin en plein Tel Aviv. Plusieurs personnes en état de choc. De nombreux policiers sont sur place. Ils évoquent la possibilité d'un drone explosif qui aurait mené une attaque aérienne. Les informations arrivent au compte-gouttes. Europe 1 suit de près l'évolution de l'enquête ce matin. À Paris, les Champs-Élysées bouclés hier soir après l'agression d'un agent de police. Grièvement blessé au couteau, ses jours ne sont pas en danger. Son assaillant, blessé à l'abdomen par le tir d'un autre policier, est décédé. Retour sur les faits avec Antoine Bienvaux. Il est aux alentours de 19h15 dans le quartier des Champs-Élysées lorsqu'un agent de sécurité signale à une patrouille de police qu'un homme qu'il vient de refouler de son magasin de luxe est porteur d'un couteau. Les policiers tentent alors d'appréhender l'individu qui se rebelle, s'enfuit, puis se retourne vers les fonctionnaires et assène un coup de couteau à l'un d'eux. La victime est touchée au cervical, l'assaillant est lui abattu d'une balle dans l'abdomen. Présent sur place 1 heure après l'attaque, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, décrit le profil du suspect. C'est un individu qui a 27 ans et qui est, selon les documents d'identité qu'on a trouvés sur lui, qui est un étranger en situation régulière, qui, de ce que l'on sait, n'est absolument pas connu, des services de renseignement, j'entends. À ce stade, il n'y a pas de motivation terroriste. Pas de motivation terroriste donc et aucun lien non plus avec les Jeux Olympiques, assure Laurent Nunez. Le quartier est lui resté bouclé jusque tard dans la nuit sous le regard ébahi des très nombreux touristes des Champs-Élysées. Antoine Bienvaux, Paris, où l'enquête sur cette voiture qui a foncé sur une terrasse faisant un mort et 6 blessés mercredi soir dans le 20e arrondissement a été requalifiée en assassinat et tentative d'assassinat. Le conducteur âgé de 20 ans, de nationalité française, inconnu de la justice, serait schizophrène. Il aurait entendu des voix qui l'auraient poussé à passer plusieurs fois devant le Ramus, ce bar-restaurant de l'avenue du Père-Lachaise, avant d'y lancer sa voiture à pleine vitesse et de prendre la fuite. Et à Nice, l'enquête se poursuit après l'incendie meurtrier qui a tué 7 personnes, dont 3 enfants de 5, 7 et 10 ans.
Oui, c'était hier matin. Toute une famille décimée dans son appartement, dévorée par les flammes au 7e étage d'un immeuble du quartier populaire des Moulins. 3 départs de feu au 1er, 2e et 3e étage ont été recensés et les images de vidéosurveillance semblent incriminer 3 jeunes, probablement des narcotrafiquants, au visage non dissimulé et activement recherchés par la police. La politique à 6h05 sur Europe 1. On prend les mêmes et on recommence. Yaël Braun-Pivet, réélue à la présidence de l'Assemblée nationale hier. À l'issue de 3 tours de scrutin, plein de rebondissements, la députée des Yvelines l'a emporté par 220 voix contre 207 pour son adversaire Nouveau Front Populaire, le communiste André Chassaigne. Victoire très serrée, Alexandre Chauveau, qui donne une idée de la difficulté à trouver des majorités dans cette nouvelle Assemblée. Une victoire à 14 voix d'écart obtenue au bout de 6 heures de scrutin, bien aidée par les désistements au premier tour de Philippe Juvin et de Naïma Mouchou, puis de Charles de Courson au second tour. Après quelques accolades, la députée des Yvelines regagne le perchoir et s'adresse à l'hémicycle. Cette Assemblée nationale, qui est peut-être plus représentative que jamais des Français, est aussi plus divisée que jamais. Nous devons être capables de rechercher des compromis, nous devons être capables de dialoguer, de nous écouter et d'avancer. La gauche à la défaite amère, André Chassaigne, le président du groupe communiste. Le vote des Françaises et des Français, c'est un vote qui a été volé aujourd'hui par une alliance contre nature. Ça nous donne encore plus de force et nous continuerons dans ce sens, unis comme nous le sommes. La gauche, comme le RN, estime que la volonté de changement exprimée par les électeurs n'a pas été respectée. Tous deux pointent du doigt l'alliance entre la droite et le camp présidentiel qui pourrait se confirmer cet après-midi dans la répartition des postes clés de l'Assemblée. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Ce matin, dès 10h, les députés s'attaquent à la répartition des autres postes clés de l'Assemblée. 6 vice-présidences, 3 questures et 12 secrétariats qui complètent le bureau du Palais Bourbon. Journée sous haute tension autour de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Les militants anti-bassines opposés donc à ces retenues d'eau agricoles organisent un pique-nique géant en forêt. Premier acte d'une série de manifestations ce week-end dont les autorités craignent les débordements, car sur les plus de 4500 personnes déjà réunies, plus de 10% sont identifiés comme Black Bloc, des éléments radicaux, violents, surveillés de près par le renseignement territorial et dont vous avez pu consulter la liste pour Europe 1, William Molinier. Cette liste compte près d'une centaine de noms, des individus d'ores et déjà identifiés comme faisant partie d'un ou de plusieurs convois. Des profils assez hétéroclites, le plus jeune a 21 ans, le plus vieux 85 ans. Certains sont inconnus des services de police, d'autres figurent au traitement des antécédents judiciaires et au fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique. C'est le cas d'une chercheuse habituée des manifestations d'antifa parisiens. Sont présents aussi des médecins, un géographe, une ingénieure, un chimiste ou encore un guitariste. Au sein du plus grand campement Hamel, les policiers ont dénombré 123 fichiers S pour sûreté de l'État. Plus de 5000 personnes au total ont été contrôlées ces derniers jours. 800 armes saisies, dont des machettes, des marteaux, des poignards et même des cartouches de fusils de chasse. 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés, soit le volume identique à celui qui a été mis en place en mars 2023 à Sainte-Soline. Les scènes de guérilla avaient fait 47 blessés du côté des forces de l'ordre. Plus de 5000 grenades lacrymogènes avaient été tirées en moins de 2 heures. William Molinier. 6h08 sur Europe 1, les Jeux Olympiques, c'est dans une semaine et l'une des craintes majeures des organisateurs ces derniers mois, eh bien, c'était le risque de grève. Oui, les syndicats ont beaucoup agité ce spectre pour obtenir des primes Jeux Olympiques, méthode qui s'est révélée très efficace à la RATP, la SNCF, mais aussi pour les contrôleurs aériens, les éboueurs, les soignants des hôpitaux de Paris, le personnel des aéroports de Paris. Autant de travailleurs de l'été contraints de renoncer à leurs vacances, certes, mais contre plusieurs centaines d'euros en plus sur leur fiche de paye. Et c'est ce qu'espère obtenir la CGT Spectacle, préavis déposé pour le jour de la cérémonie d'ouverture, c'est-à-dire dans une semaine. Oui, objectif que les danseurs qui assureront le show sur la scène soient mieux rémunérés. Barthélémy Philippe, dans un pays endetté jusqu'au cou, la question se pose forcément. Toutes ces primes concédées pour acheter la paix sociale des Jeux vont-elles mettre l'État un peu plus dans le rouge ? Oui, avec plus de 3100 milliards d'euros de dette, la France vit à crédit. Mais pour l'État, les collectivités et les entreprises publiques, pas question de gâcher les Jeux, quitte à sortir le chéquier à chaque coup de pression syndicale. Chez Aéroports de Paris, 6000 salariés, la direction a lâché près de 2 millions d'euros pour écarter la menace d'une grève. À la RATP, le montant de la facture s'élève à 30 millions d'euros. De son côté, la SNCF a aussi versé plusieurs dizaines de millions d'euros de primes. Et puis, il y a la fonction publique, policiers, douaniers, soignants. L'INSEE estime le total des primes versées aux agents à 400 millions d'euros, comme l'explique Dorian Roucher, directeur de la conjoncture.
On a estimé environ 300 000 personnes, donc avec 1 300 € de montant moyen, ce qui donne du coup ce 400 millions qu'on affiche. 300 000 personnes, c'est plus que le nombre d'agents mobilisés, parce que les gens éligibles à la prime, c'est l'ensemble des gens qui doivent renoncer à des congés du fait des Jeux. Au total, la facture sociale des JO devrait largement dépasser la barre des 500 millions d'euros, mais l'exécutif mise sur les retombées économiques de l'événement pour compenser entre 2 et 3 milliards d'euros selon l'INSEE. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et côté sport, le village olympique en Seine-Saint-Denis a ouvert ses portes hier. Et plusieurs centaines d'athlètes et leurs équipes viennent d'y passer leur première nuit, Martin Lange. Oui, ils étaient environ 800 cette nuit à tester les fameux lits en carton installés dans les chambres. Laurent Michaud, le directeur du village. On sent déjà cette euphorie. C'est des parties de délégation qui arrivent, par exemple l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis, le Brésil, au compte-gouttes et par petits groupes. On va monter à 1500, 2000 arrivées par jour. Au plus fort des Jeux, ils seront plus de 14 000 à dormir sur site, avec un accès à toutes les commodités. Ils ont donc une supérette. Il y a aussi une poste, une banque, une nurserie aussi. Évidemment, pour leur préparation, une salle de fitness. Tout a été pensé pour leur épargner leur énergie pour qu'ils puissent la conserver pour leur compétition. Pour faire tourner tout ça, 4000 employés volontaires chaque jour. Côté français, les athlètes n'ont pas encore emménagé, contrairement au chef adjoint de la délégation, André-Pierre Goubert. On a pris nos quartiers, comme on dit. On a des appartements qui sont spacieux, je trouve. On a un super rooftop sur un des bâtiments qui surplombe vraiment avec une vue à 360 de tout Paris. On a nos chambres avec nos lits en carton. Franchement, on a passé une très bonne nuit jusqu'à présent. Ce matin, ce sont les 2 équipes de water-polo qui doivent arriver et inaugurer la résidence de l'équipe de France. Martin Lange. Et oui, les touristes aussi que l'on attend à Paris. Tiens, au Japon, il n'y a pas de jeu, mais des visiteurs étrangers, il y en a beaucoup. Record de touristes au premier semestre. Près de 18 millions de personnes sont venues visiter le Japon. C'était pas pour les jeux, évidemment, mais plutôt attirées par la faiblesse du yen.